Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue à notre conférence annuelle consacrée aux fusions-acquisitions. On aura deux tables rondes ce matin qui vont se succéder. Dans la première, on va dresser un panorama du marché, on va parler des points de blocage, mais on va aussi parler de poches de dynamisme. Il y en a qui sous-tendent un certain nombre d'opérations dans cette industrie des fusions-acquisitions au sens large. On parlera du M&A corporate, mais aussi de l'activité des fonds de private equity. Et puis, dans un deuxième temps, on prendra un petit peu de hauteur pour s'interroger sur la façon dont les politiques publiques, au sens large, politiques publiques industrielles, donc qui intègrent des composantes de souveraineté et d'attractivité, eh bien, comment ces éléments impactent concrètement la faisabilité des opérations, comment les acheteurs et les vendeurs les intègrent dans leur stratégie pour sécuriser au mieux leur deal. Alors, sans plus attendre, je vous propose qu'on donne le coup d'envoi en accueillant les speakers de notre premier panel que j'invite à rejoindre sur scène maintenant. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour dresser, comme je vous le disais, ce panorama du marché. Alors on va évidemment regarder un peu dans le rétroviseur pour comprendre quels ont été les principaux drivers des opérations, mais aussi les principaux points de blocage qui ont pu conduire à des allongements, des reports, voire à des abandons de process qu'on a mis en bas de la pile. Mais on va essayer surtout de se projeter pour essayer de dessiner des tendances pour les mois à venir. Alors c'est pas extrêmement évident, je vous le cache pas, dans cet environnement fort incertain, mais à défaut d'avoir toutes les réponses, on va essayer en tout cas de se poser tous les bonnes questions. Je vous présente rapidement les speakers qu'on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui. On a on a panaché ce panel avec à la fois des dirigeants d'entreprise et puis des experts conseils des opérations. Côté dirigeant d'entreprise, Benjamin Brochet, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes directeur général délégué de Cristal, c'est le numéro 1 indépendant de la gestion de patrimoine en France. Vous avez annoncé au printemps l'arrivée à votre tour de table de Goldman Sachs Alternative dans le cadre d'un LBO secondaire. J'ai tout bon ? Bien. Alors, je tente ma chance maintenant avec Philippe de Trémiol. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes directeur général d'European Camping Group, le numéro 1 européen de l'hôtellerie de plein air. Vous avez notamment franchi cette marche, si je puis dire, à la suite de l'acquisition de votre concurrent Vacances Select. On en reparlera dans quelques instants. Et c'est le fonds PAI Partners qui préside à votre destinée actionnariale depuis maintenant près de 3 ans. Côté experts et conseils maintenant, nous sommes heureux d'avoir sur ce plateau Lucie Bossel. Vous êtes directrice Head of France chez Oden M&A, un courtier spécialisé dans les assurances de deals de fusion-acquisition. Jérémy Semama à côté de moi, vous êtes avocat associé, bonjour, responsable de la practice corporate chez Proskauer à Paris. Et François Donto, vous œuvrez chez SNC Intralinks, un provider de data room électronique pour faciliter ces process de due diligence et pour nous éclairer sur ce qu'il y a dans le pipe pour les prochains mois. Alors, on va peut-être commencer par regarder un petit peu en arrière sur ce marché. Je vais vous donner quelques chiffres préliminaires d'activité M&A pour l'année 2024. On est dans les dernières heures de l'année. Et si je comprends bien, il n'y a pas non plus masse de closing dans les tuyaux, donc ça ne va pas forcément changer beaucoup les statistiques. Alors, de manière globale, on parle d'une hausse en valeur des opérations dans le monde de 10%, ça fait à peu près 2800 milliards de deals, 10% de hausse en valeur en France aussi, autour un peu moins de 130 milliards. Mais de l'autre côté, côté volume, c'est une baisse franche qui a été actée. Il y a 20% d'opérations en moins dans le monde qui ont été nouées. Et même en France, 25% de moins. Donc on tourne autour des 2000 deals pour l'année 2024. Donc Jérémy, si on s'interroge sur cette petite dynamique, on voit qu'il y a un effet ciseau, une hausse en valeur, une baisse en volume. Ça veut dire que d'un côté, on a des grandes manœuvres qui ont porté les opérations en dollars vers le haut. Et de l'autre côté, j'ai envie de dire calme plat ou traversée du désert pour small mid cap classique. Traversée du désert, peut-être pas. Mais effectivement, ce qu'on peut constater, d'ailleurs c'est très flagrant à la lumière des chiffres, c'est qu'il y a un marché à deux vitesses. Il y a un marché à deux vitesses. Donc effectivement, en termes de montant, 130 milliards, on est dans une évolution, on va dire, constante, normale par rapport aux années précédentes. C'est notamment, mais il y a un point qu'il faut garder en tête, c'est que c'est aussi tiré par de très très grosses opérations. D'accord ? On a pu assister là au cours des 12 derniers mois à un certain nombre d'opérations, on va dire jumbo deal. On l'a vu récemment, notamment avec la vente d'Opella par Sanofi. Là, on parle de 16 milliards.
Il y a eu d'autres deals, type l'acquisition de Neoen par Brookfield Asset Management. Il y a eu un deal encore également qui était l'acquisition de AXA IM par la BNP Paribas. Donc tous ces deals-là, ce sont des deals qui sont supérieurs à 5 milliards, qui ont aussi tiré le marché, clairement, on va dire, du large cap. D'accord ? Et sur ces deals que vous citez, Jérémy, c'est des deals de plus de 5 milliards, il y en a 4. Ouais. Ce niveau-là, entre guillemets, c'est du jamais vu depuis 2017. Donc ça montre bien qu'il y a cette accélération que vous illustrez sur ces grandes manœuvres ou jumbo deals, comme vous dites. Exactement. Donc voilà. Mais c'est aussi un peu l'arbre qui cache la forêt, pour être très clair, parce qu'effectivement, en sens inverse, sur tout le marché, on va dire, du mid, upper mid cap, là, on constate effectivement une baisse de l'activité. Vous avez cité, effectivement, je crois que c'est moins 20%, moins 20%. Moins 20% au global, mais pour le pays, on parle moins 30%, je crois. Voilà, moins 20% au global par rapport à l'année dernière, qui elle-même était déjà à moins 15% par l'année précédente. Alors certes, souvent, on a une tendance aussi à parler de l'année 2021, qui a été une très très belle année dans le marché du M&A. Mais bon, 2021, il y avait un rattrapage Covid, il y avait eu des opérations qui s'étaient un peu bloquées pendant la période du Covid, et donc 2021 avait été une année très très active. Donc là, sur le marché du M&A mid-cap, upper mid, effectivement, il y a une vraie diminution de l'activité, et il ne faut pas se leurrer. Enfin, aujourd'hui, en tout cas en France, c'est quand même le cœur du réacteur. Aujourd'hui, le LBO mid-cap, upper mid-cap, ça fait normalement le cœur du marché. Donc oui, aujourd'hui, 2024 est une année, on va dire, moyenne. Et en termes, on reviendra un peu plus tard sur la manière dont on peut se projeter dans les mois à venir, mais ce qui explique, c'est toujours les mêmes raisons qui expliquent cette atonie, c'est des tensions géopolitiques, macro, on en revient toujours à ces mêmes motifs, vous diriez ? Oui, enfin, il y a un mix de raisons, je pense, et on pourra en parler, je peux rentrer dans enfin, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais il y a un mix de raisons macroéconomiques. Il y a quand même eu énormément d'élections dans le monde, en France, en Angleterre, aux États-Unis, Parlement européen. Donc il y a eu effectivement tout ça, ça crée de l'instabilité, ça crée de l'incertitude. Et puis ça crée de l'incertitude. Et puis il y a aussi effectivement donc une absence de visibilité sur le futur, sur les perspectives. Et donc tout ça, ça crée une sorte de marché atone. Et très attentiste. Et très, très attentiste, voilà, exactement. Alors, François, je me tourne vers vous pour essayer de voir si, d'après vos statistiques, les choses, le pipe se remplit et si on peut attendre un rebond dans les mois à venir. Qu'est-ce que vous avez observé déjà sur cette année et comment se remplit ce dernier quadrimestre ? Donc, si on regarde l'année 2024, de notre point de vue, vous parliez de moins 20% en deal en France, on le confirme, il y a moins de deals. Mais de notre point de vue, ce qu'on a vu, nous, dans nos due deals, c'est au global plus 10% en 2024. Donc ça paraît pas mal. Et si on fait un focus sur le small et le mid cap, on a plus 30% de due deals, donc de data rooms qui sont ouvertes. Mais c'est à mettre en perspective parce que ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a beaucoup de deals qui avaient été reportés, qui ont été réouverts. Il y a beaucoup de deals qui s'étalent en durée, donc il y a le décalage des deals. Principalement, le décalage, c'est vraiment le maître mot. Les deals prennent plus de temps, les acheteurs posent beaucoup de questions. Et sur cette croissance qu'on observe, nous, de plus 10 au global et plus 30 sur le small mid-cap, en fait, il faut aussi voir que environ 20% des deals sont soit abandonnés, soit reportés. Donc, ça laisse finalement présager d'une année 2024 qui n'est pas si exceptionnelle que cela, avec une forme de ralentissement en Q4. Ce qu'on observe, c'est que à la fois les banquiers, les corporates souhaitent finaliser leur année, donc closer leur deal, mais il n'y a pas de nouvelles transactions qui démarrent en novembre-décembre. On a un contexte géopolitique et un contexte politique en France qui est compliqué. Par contre, et j'en parlais avec mes équipes hier, on a on voit nos banquiers qui sont très occupés, mais qui sont très occupés à faire des pitchs, à pitcher et à créer leur pipe de l'année prochaine. Donc, on espère que ça laisse augurer d'un bon démarrage en 2025. Bon, en tout cas, on voit que le pipe, c'est pas très bien rempli, donc on va voir. En tout cas, ça sera pas un démarrage, on va dire, sur les chapeaux de roue dès les premières heures de 2025. Lucie, avant qu'on entende le point de vue de Benjamin et de Philippe côté dirigeant, est-ce que vous partagez les constats qui viennent d'être dressés à la fois sur le niveau d'activité, sur ce niveau de risque qu'on pressent, un allongement des durées, des process qui sont abandonnés, ça veut dire que on est inquiet pour appuyer sur le bouton.
Absolument. Alors nous, c'est vrai qu'on n'est pas mécontent du nombre de dossiers qu'on assure depuis 3 mois, puisqu'on est à raison de 10 dossiers par mois, ce qui est du jamais vu, et c'est une constante depuis 3 mois. Et le mois de décembre ne va pas y déroger avec 2 derniers. On a eu la semaine dernière 2 dossiers à 300-400 millions qui sont arrivés pour signer avant Noël. Donc on a un peu un mix de dossiers qui sont très très lents, qui mettent beaucoup de temps à se déboucler avec des grosses négociations. Et comme vous le dites, Emmanuel, c'est vrai que tout est négocié très finement. Et donc évidemment l'assurance gap également, et évidemment les risques identifiés en plus. Mais on a aussi ces derniers dossiers qu'on veut absolument closer avant Noël, signer avant Noël, qui vont aller très très vite. Et donc là, on a un dossier où il faut négocier en une semaine une couverture, ce qui est très rapide. Normalement, c'est 2 pour négocier une couverture. Donc ça veut dire, et est-ce que ce rush dont vous parlez sur certains actifs, est-ce que, la réponse est probablement dans la question, mais c'est du trophy assets, c'est des trucs des actifs où on se dit ils sont résilients, ils sont en croissance, et on veut surtout pas qu'ils partent chez un concurrent. C'est ça en fait, En effet, c'est des process compétitifs, et donc en fait, ils viennent d'obtenir ils ont l'exclusivité jusqu'au 18 décembre. Et donc, du coup, ils veulent vraiment pas louper le coche. Et donc, on nous dit, en fait, il nous faut une police pour cette date. Et c'est non négociable. Même s'il faut qu'on travaille jour et nuit, même s'il faut qu'on travaille le week-end, on va le faire. Mais voilà, il n'y en a pas 15, il y en a 2. Et tous les autres, en fait, ce sont des process qu'on a en cours, je dirais, de manière plus classique et plus longue. Alors, vous avez parlé de ces poches de dynamisme. Justement, on va bien les illustrer maintenant avec vous, Benjamin et Philippe. Benjamin, je n'ai pas peur de dire que Christelle a fait une super année 2024, avec 8 acquisitions au compteur, dont le rachat des activités de conseil et de distribution de Primonial. Je crois que c'était la plus grosse acquisition de votre histoire. C'est la plus grosse acquisition de notre histoire, mais nous, on représente plutôt le côté micro que macro, donc sur le dynamisme du marché du M&A, effectivement. On a fait ces 8 opérations, dont Primonial la plus grosse, en partie avec Oden aussi, qui était, comme vous l'écrivez, Lucie, derrière, parce qu'on a eu besoin, à un moment donné, d'une police d'assurance, et Oden s'est mis en ordre de marche pour le faire, et a facilité l'opération, je tiens à le noter. Donc, pour présenter Cristal en quelques mots, Cristal, c'est une société trentenaire, on est un groupe de conseil en gestion de patrimoine. Et donc on accompagne des clients pour gérer leur argent, aussi simplement que ça, à la fois en leur donnant des conseils de structuration et des conseils d'investissement. C'est une société qui est accompagnée par Seven2 depuis 2021 pour faire un LBO primaire. Et on a participé à la consolidation du marché des CGP, probablement celui qui a fait le plus d'acquisitions, puisque nous sommes maintenant le leader de ce marché, avec 23 milliards d'euros d'encours. 1000 collaborateurs répartis sur tout le territoire, également à l'étranger et à l'outre-mer. Et c'est le fruit donc, du rapprochement de 32 sociétés en 3 ans. Voilà. Donc nous, on fait plutôt des deals small to mid. Les plus petites opérations font 5 millions d'EV et les plus grosses 100, 120, 130. Voilà. Et nous venons de faire, effectivement, comme vous l'avez mentionné, Emmanuel, notre LBO secondaire avec Goldman Sachs, qui vient renforcer notre tour de table aux côtés de Seven2 qui continue de nous accompagner. Vous avez dit donc 32 acquisitions en 3 ans. Vous évoluez sur un marché qui est assez fragmenté, avec des gros consolidateurs dont vous faites partie. Ça, c'est les drivers. Cette structure de marché-là, c'est un incentive pour faire de la consolidation. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce que les aspects de valo, on a pu entendre à un moment que les valos étaient chers dans votre secteur. Est-ce que ça s'est un peu calmé ? Non, ça ne s'est pas calmé. Non, mais la valo, c'est pas une fin en soi, en fait. Hein. C'est juste le résultat d'une équation. Et l'équation, la raison pour laquelle il y a des valos, c'est parce que certains y trouvent leur compte. Pourquoi est-ce que certains y trouvent leur compte ? Parce que c'est un secteur résilient, avec beaucoup de revenus récurrents, en croissance. Le sous-jacent est en croissance, c'est l'épargne des Français. Les segments que nous visons, qui sont globalement les gens, nos clients, c'est plutôt les demi-riches. Donc c'est un segment qui croît plus vite que le reste. Éclairez-nous sur le concept. C'est quoi un demi-riche ? Ah, c'est quelqu'un. Non, mais là, vous m'avez tendu une perche, il faut que je la prenne, parce qu'on sache dont on parle. Quand vous nous dites upper mid, on comprend, mais quand vous nous dites demi-riche, qualifiez-nous. C'est 1 million de foyers en France. Donc c'est un gros vivier. Et ce sont des gens qui ont entre 500 000 et 10 millions d'euros d'épargne financière,
Et c'est un segment de gens un peu sous-servis. Donc ils sont trop compliqués pour les banques de détail et pas assez riches pour les banques pure play. Et donc ils sont chez nous. C'est une fourchette large, mais elle a le mérite d'être, mais elle a le mérite d'être claire. Et du coup, vous, dans les cibles qui vous intéressent, y a combien d'acteurs qui existent sur le marché et combien sont potentiellement sur votre écran radar? Est-ce que c'est une question de taille? Est-ce que c'est une question de spécialisation? Est-ce que c'est une question de maillage territorial? Non, c'est une question de réunir des bons professionnels. Donc nous, c'est comme un cabinet d'avocats, comme un cabinet d'expertise comptable, comme des notaires. Bon, les actifs, c'est des stocks, donc c'est ce qu'on achète, c'est les encours des clients. Par contre, ce qui compte après, c'est les hommes. Hein. Le reste, c'est une table, des chaises, un loyer, tout est reproductible. Et donc nous, on est assembleurs de talents. Pour faire 32 opérations, j'en ai vu 300. Et il y en a 4000 en France. Donc on a un vivier. Et en plus, contrairement à d'autres qui sont plus drivés par un numerus clausus, il n'y a pas de numerus clausus. Donc chaque fois qu'on en achète un, il y en a un nouveau qui s'installe et qui sera à maturité dans 5 ou 10 ans. Donc on espère continuer l'aventure très longtemps. Eh bien, on se dit que les 32 acquisitions fois 3 ans, enfin en 3 ans, vous allez continuer sur cette dynamique-là, vu la réserve de votre marché. Alors Philippe, vous aussi, vous êtes dans un secteur booming, le secteur du tourisme et de l'hôtellerie plein air est en croissance. C'est un secteur qui est en proie par ailleurs à un vaste mouvement de consolidation auquel vous avez largement participé depuis plusieurs années, y compris dernièrement, je dirais, avec l'acquisition de votre concurrent Vacances Select, hein, que vous avez noué, je crois, pour à peu près 1 milliard d'euros, ce qui vous a permis de doubler de taille. Ça y est, j'ai l'impression que j'ai plus de micro. C'est quoi, vous, les forces positives à l'œuvre dans votre secteur, un peu sur le même modèle que l'exercice qu'on vient de faire avec Benjamin? Alors nous, effectivement, on bénéficie du fait qu'on est également sur un secteur très fragmenté. Si on regarde juste la France, en France, il y a à peu près 8000 campings, et il y en a moins de 1000 qui appartiennent à des groupes. Donc nous, on fait à peu près une dizaine d'opérations par an d'acquisition de camping, et puis tous les 2-3 ans, on fait une acquisition un peu plus structurante. Si on regarde l'histoire du groupe, on a 3 chapitres depuis 15 ans qui ont été chacun accompagnés par un fonds de private equity. On a eu Montefiore entre 2007 et 2014, où on a triplé de taille en termes d'EBITDA, on est passé de 7 à 20. Ensuite, on a eu Carlyle de 2014 à 2021, on est passé de 20 à à peu près 70. Et puis on a PAI depuis 2021, et là on est à un peu plus de 200 en EBITDA. Donc c'est une belle histoire de croissance résiliente avec du M&A, mais aussi pas mal de croissance organique, ce qui est peut-être moins le sujet aujourd'hui, mais qui compte largement autant. Du coup, sur ce marché dans lequel vous évoluez, sur les 8000 campings, est-ce que vous diriez que un des moteurs aussi de votre croissance externe, c'est la prise de conscience que les petits acteurs indépendants, en fait, s'ils restent tout seuls, ils vont plus pouvoir continuer à se développer. Que finalement, il y a un appel d'air du marché, des cibles qui arrivent sur le marché parce que il faut maintenant, pour être en croissance et se développer, appartenir à une grande plateforme comme la vôtre. Il y a le côté plateforme et il y a le côté surtout accès à une clientèle internationale qui a des dates de vacances différentes, des price points différents en termes de ce qu'ils peuvent mettre sur la table pour une semaine ou un long week-end de vacances. Et donc nous, on a fait le choix au début de consolider le secteur par l'amont en allant acheter des plateformes au Royaume-Uni. Jérémy nous accompagne depuis le début. Donc une première acquisition en 2011, une deuxième acquisition beaucoup plus structurante en 2014. Et donc on est très 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 largement leader sur la distribution de vacances en camping au Royaume-Uni. On a poursuivi avec les Pays-Bas, puis avec le Danemark, puis avec l'Allemagne. Donc on a complètement consolidé le secteur en amont. Et ensuite, on s'est préoccupé de l'aval, parce que l'aval, ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de campings, que ce soit en France, en Italie, en Espagne. On a loupé des deals parce qu'on était plus focalisé sur l'amont. Et simplement, l'amont, il y avait beaucoup moins de deals à faire et on les a fait. Et en termes de valorisation, il y a eu aussi énormément d'opérations qui ont été nouées au cours des 10 dernières années dans votre secteur. Est-ce que, avec des prix dont on avait l'impression parfois qu'ils s'envolaient quand même très haut, est-ce qu'aujourd'hui ça s'est un peu plus calmé ? Alors c'est un secteur qui était complètement sous le radar il y a 10 ans, qu'il est malheureusement un peu moins aujourd'hui, qui a attiré pas mal d'argent de ce qu'on appelle la silver economy, donc de gens qui ont vendu des boîtes d'EHPAD et puis qui ont trouvé intéressant, en particulier fiscalement, de réinvestir dans le camping et qui ont pas mal tiré vers les valorisations vers le haut. La compréhension, c'est que ces réservoirs sont maintenant un petit peu vidés, donc on revient à des niveaux peut-être plus raisonnables. Enfin, le secteur reste très attractif et la dynamique est très bonne.
Et le contexte, je dirais, d'inflation, de pouvoir d'achat dont on a beaucoup parlé évidemment ces derniers mois, est-ce que ça a un impact sur votre activité ou est-ce que finalement le segment premium résiste mieux? Est-ce que là vous avez un peu une bonne visibilité sur votre carnet de commandes de l'année prochaine, sur les réservations? Je pense que c'est comme ça qu'on dit plutôt dans votre secteur. Ouais, alors effectivement c'est un secteur qui est assez résilient parce que on touche, alors c'est pas du tout la même clientèle que celle de Benjamin, mais on touche des CSP moyen plus d'Europe du Nord. Bon, vous êtes sur les semi-riches, non, je sais pas. Non, mais vous êtes demi, peut-être que Philippe est semi. Et on tape, et effectivement, c'est une clientèle. En France, il y a à peu près la moitié des gens qui partent pas en vacances. Le fait de ne pas partir en vacances, c'est vraiment un marqueur social important. Donc on essaye d'offrir des vacances à différents prix pour pouvoir attirer différentes clientèles. Mais le fait d'offrir des vacances sur lesquelles on est dans un mobile home, dans lequel il y a une cuisine, ce qui veut dire que si on veut aller chez Lidl acheter de quoi faire ses repas pendant ses vacances, on peut le faire. Une année où ça va mieux, on peut aller dans un restaurant de tout niveau. Donc ça donne une certaine flexibilité sur la façon dont on va toucher les clients. Et on bénéficie pas mal de ça. Et on le constate clairement sur un début de réservation 2025 où on est très très largement en avance par rapport à 2024 et par rapport à 2023. Avec une vraie... Je pense qu'il y a un côté aussi... part de rêve, c'est-à-dire en particulier quand ça va moins bien, quand il y a beaucoup d'élections, comme le disait Jérémy, quand il y a des annonces de PSE à droite et à gauche, sécuriser une semaine de vacances au mois de juillet ou au mois d'août prochain, ça permet de tenir. Et on l'observe dans les chiffres, avec des réservations qui sont de très bonne tenue pour 2025. Donc on place ce panel sous le signe de la souveraineté et de l'attractivité. Alors c'est un peu pompeux, la phrase qui suit ne va pas l'être moins. La question qu'on va se poser, c'est comment toutes ces politiques publiques, j'ai envie de dire presque avec des P majuscules, ces politiques industrielles, comment est-ce que concrètement elles impactent la faisabilité des opérations, la stratégie des acteurs et la sécurité juridique de l'environnement dans lequel on évolue. Je précise qu'on va se concentrer en priorité sur le contrôle des investissements étrangers dans le cadre de cette discussion, plus que sur l'antitrust en tant que tel, même si on pourra en dire quelques mots au fil de l'eau. Donc dans ce débat, on va croiser le regard de 4 speakers qu'on est très heureux d'accueillir avec nous aujourd'hui. Guillaume Jaballot, vous êtes partenaire chez Montagu, un fonds d'envergure mondiale. Si mes tablettes sont à jour, c'est 14 milliards d'actifs sous gestion. Vous avez donc éprouvé dans un certain nombre de juridictions et un grand nombre d'opérations ces procédures de contrôle d'investissement étranger. Mathieu Lampel, vous êtes associé chez Proskauer en corporate M&A et vous avez aussi une expertise très poussée de cette procédure de FDI. À vos côtés, Pierre Sader, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes associé gérant chez Rothschild et compagnie et vous agissez, vous interagissez dans vos process sell-side et buy-side sur ces thématiques de souveraineté. Et Olivia Silvieux, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes responsable de la practice tax en France au sein de Oden et Méné. On va voir comment ces enjeux fiscaux sont au cœur à la fois de la structuration des opérations et de la préoccupation des acteurs sur les sujets qui nous occupent. Alors on va commencer, avant de rentrer vraiment dans les coulisses de ces procédures FDI, on va reposer un petit peu le cadre de ce que c'est, de quoi on parle quand on parle de souveraineté et d'attractivité. L'attractivité, j'en dis un petit mot, vous pouvez compléter si vous le souhaitez. Donc je vous rappelle que fort de nos 7 années et quelques de gouvernements pro-business et d'un environnement porteur, la France s'était placée et s'est placée de nombreuses années au premier rang de destination d'investissement, enfin première destination d'investissement étranger en Europe continentale, je le précise. Une enquête qui a été menée par EY qui mène ce fameux baromètre auprès de 200 entreprises à capitaux étrangers le 28 novembre, c'est-à-dire avant la motion de censure, montrait que compte tenu du contexte d'incertitude qui frappe la France depuis le snap election, élection anticipée au mois de juillet, 49%. Puisqu'on va pas pinailler, on pinaille pas sur les chiffres à cette table ronde, on va dire 50% des investisseurs ont décidé de stopper, pour l'instant de mettre sur pause
leur projet d'investissement. Et donc ça, c'était avant la motion de censure. Je vous laisse imaginer la tête que doit avoir la statistique aujourd'hui, avec évidemment la première raison, c'est l'incertitude réglementaire et législative. Si on en vient à la souveraineté, et là je me tourne vers vous, Mathieu, pour essayer de qualifier un peu ce dont on parle, de donner l'ampleur de ce contrôle des investissements étrangers en France. Bercy a publié en juin 2024 son rapport sur l'activité donc de ce contrôle FDI. Qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est quoi les grandes leçons? Alors, les grandes leçons, en premier lieu, je pense que c'est important de rappeler que les investissements en France sont libres, sous certaines restrictions assez limitatives. C'est pas Cuba, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Exactement. Et donc, on est effectivement dans un contexte dans lequel on a un gouvernement qui était plutôt, enfin jusqu'à récemment, plutôt pro-business. Et donc, le principe même du contrôle des investissements étrangers était d'avoir une procédure qui était d'application stricte, assez limitative, et qui permettait de protéger les intérêts légitimes de la France, donc sur un nombre plutôt restreint d'opérations. Quand on parle des opérations, et pour donner quelques chiffres sur l'année dernière, et je pense que là c'est important de pinailler parce que c'est un sujet qui est quand même important dans les opérations, parce qu'elles peuvent avoir des gros impacts, notamment dans les négociations, dans les discussions, etc., et même dans le choix de l'acquéreur ultime, hein, parce que évidemment un acquéreur qui est soumis à une procédure FDI versus un autre qui ne l'est pas, ça peut avoir des impacts dans le choix de l'acquéreur ultime. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que l'année dernière, il y a 309 dossiers qui ont été déposés auprès de Bercy pour demander si l'opération rentrait dans le champ d'application de la réglementation ou pour demander une autorisation préalable. Sur ces dossiers, 135 ont été considérés comme étant éligibles aux investissements étrangers et donc ont donné lieu à un certain nombre d'autorisations. Sur les 135 opérations qui ont été autorisées, 60 ont été autorisés avec des conditions qui ont été posées. Donc ça laisse quand même un certain nombre d'opérations qui doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable, qui sont autorisées sans condition, donc avec simplement un niveau d'information qui est donné sur la cible, les objectifs, la chaîne de contrôle de l'acquéreur, etc. 60 qui donnent lieu à des autorisations, ça reste quand même un nombre relativement significatif, et on reviendra sur le périmètre des autorisations qui peuvent être demandées, mais voilà. Ensuite, ce qui est intéressant de noter, c'est que, et Bercy a fait un travail remarquable justement de synthèse de toute cette activité des années précédentes, et donc au titre de 2023, c'est 67% des opérations qui sont réalisées par des investisseurs qui sont hors UE, principalement les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni. Ce qui laisse une part relativement faible, 32% d'investissements qui sont réalisés depuis l'Union européenne. Donc ça c'est... Ce que je fais peut-être un raccourci basique quand vous dites sur 67%, donc c'était l'origine ultime des investisseurs qui ont mené ces opérations. Vous avez dit US, Canada, Royaume-Uni, donc pas de Chine, pas d'Inde, pas de Moyen-Orient. Massivement dans ces deux tiers. Alors, on est en train de parler de secteurs sensibles, hein, d'accord ? Donc, on n'est pas en train de parler des investissements qui sont réalisés, même si on sait que les États-Unis sont prépondérants, mais on est en train de parler spécifiquement dans les secteurs sensibles. Et pour le coup, compte tenu de la réglementation et de la raison pour laquelle la réglementation a été mise en place, par essence, il y a un certain nombre d'acteurs qui ne vont même pas rentrer dans des dossiers potentiels d'acquisition parce qu'ils savent qu'ils vont être... voilà, on parlait de la Chine, par exemple, on peut parler de la Russie, on peut parler d'un certain nombre de juridictions qui sont considérées comme étant un peu sensibles, puisqu'on parle de secteurs sensibles. Mais de secteurs sensibles dont la liste s'allonge quand même un peu à l'envi. On a l'impression que, enfin, en tout cas, depuis le Covid et depuis un certain nombre de crises énergétiques, réorganisation des supply chains, on a envie de se demander ce qui n'est pas stratégique ou sensible. Oui, les s'allongent, ça reste quand même, quand on le voit dans les chiffres, ça reste un certain nombre un nombre de dossiers qui est relativement limité, in fine. Mais effectivement, c'est au gré d'un certain nombre de sujets, au gré de décisions politiques, au gré de ce qui peut se passer demain dans les nouveaux gouvernements, la liste peut être étendue de manière assez significative, c'est sûr. Est-ce qu'on doit retenir, donc ça c'était sur le panorama un peu global, donc on a dit c'est 309 dossiers, c'est 135 autorisations. 135 autorisations, oui, tout à fait. 135 autorisations. Nombre en hausse par rapport aux années précédentes. Donc il y a moins de dossiers qui ont été déposés cette année, mais plus qui ont donné lieu à des autorisations. Mais ça s'explique aussi par le fait justement qu'on étend les domaines d'activité considérés comme étant sensibles d'année en année, on étend la nature des opérations pour les succursales, etc. Donc tout ça a évidemment un impact sur le nombre de dossiers qui donnent lieu à autorisation. Sur cette volumétrie. Guillaume et Pierre, c'est quoi le regard que vous portez, je dirais, sur ce contrôle FDI à la française et ou pas forcément d'ailleurs qu'à la française et sur ces enjeux de souveraineté ?
Alors, d'abord, je parle avec un cœur tricolore, mais une casquette britannique, puisque Montagu est un fonds à société de gestion britannique, et c'est pour ça qu'on est confronté à ce contrôle des investissements étrangers. La première chose, c'est que c'est pas du tout une spécificité française. Ça existe. Alors, je connais beaucoup mieux les marchés européens et américains. Ça existe partout. D'ailleurs, ça existe au niveau européen, hein, pour les investisseurs non européens, et au sein de l'Europe, ça existe en Italie, en Espagne, juste en dehors de l'Europe, au UK, et bien sûr en France. Donc c'est quelque chose de relativement généralisé. La deuxième chose, c'est que, en tant qu'investisseur, enfin c'est non seulement, j'ai pas besoin de le dire, ça paraît parfaitement légitime. En un sens, ce qu'on cherche en tant qu'investisseur, par exemple, on investit beaucoup dans la santé, ce qu'on cherche, ce sont des compétences, des savoir-faire très différenciés sur lesquels on va pouvoir construire un business. Que ces savoir-faire et ces compétences qu'on trouve en France soient protégés d'une certaine façon, non seulement c'est légitime, mais en plus, ça ne nous gêne pas au sens où on est là pour les cultiver, pour les développer et pas pour faire n'importe quoi avec et les mettre à risque. Donc c'est pas quelque chose qui en tant que tel est un élément particulièrement gênant, en tout cas quand on est dans la peau et les chaussures d'un fonds de capital investissement qui investit dans des sociétés en croissance, différenciées, etc. Ce qui est très important, moi je me souviens pas complètement de la date, mais ce contrôle, je pense je ne sais pas s'il a toujours existé, mais il est très ancien, mais c'est le décret d'Arnaud Montebourg en 2014 peut-être, ou 2016, bon, il y a 10 ans on va dire, qu'il a élargi. Et moi, je me souviens très bien que quand ça s'est élargi, on s'est vraiment posé deux questions. Et là encore une fois, en tant qu'investisseur, moi, je me suis demandé est-ce que ça va nous désavantager dans les processus d'enchères, hein, par rapport aux acheteurs français, et est-ce que ça va affecter la rentabilité de mon investissement. Et ce qui a été très important tout du long, c'est que, et on y reviendra en détail, c'est que la procédure de contrôle de ces investissements étrangers soit claire et efficace, et ensuite que les critères de jugement soient stables. Parce qu'on comprend bien qu'en tant qu'investisseur étranger, si j'ai une condition, j'ai potentiellement j'ai une contrainte en plus. Et donc si cette contrainte, je la comprends pas bien, je dois l'imposer au vendeur en lui disant moi j'ai besoin d'un processus et je ne sais pas tellement combien de temps il va durer, et puis ce processus c'est peut-être une condition suspensive selon ce qu'il en résulte au fait qu'on conclut un deal, alors je suis à un désavantage. Si j'ai pas de clarté sur ce processus, il va s'appliquer quand je vais vendre cet actif par définition et qui va m'empêcher, je sais pas quels acteurs industriels il va m'empêcher d'aller voir à ce moment-là, alors j'ai une incertitude sur la rentabilité de mon investissement. Mais tant que c'est clair, et on va le voir, et ça a été le cas, et tant qu'on peut le prendre en compte au moment de l'investissement, voilà, au moment de l'investissement, c'est une contrainte, mais c'est pas un problème, je dirais. Et est-ce que vos investisseurs, vos propres investisseurs, vos LPs, ils s'interrogent, ils vous posent des questions sur ce que ça veut dire la souveraineté pour un GP comme vous? Vous l'avez dit, vous investissez beaucoup dans la santé, qui est un secteur stratégique dans des tas de juridictions. Est-ce qu'ils vous chatouillent là-dessus? Est-ce qu'ils vous titillent? Est-ce qu'ils vous posent des questions? Alors, on a un phénomène qui est relativement récent. Alors, on a un phénomène qui est pas récent, c'est que tous nos investisseurs institutionnels sont très sensibles aux critères ESG. Le phénomène plus récent, c'est que alors le S, c'est pas souveraineté dans ESG, c'est plus social, mais qu'ils incluent la souveraineté dans ce critère social, notamment les grands assureurs français. Et donc, voilà, on a des discussions avec eux aujourd'hui quand on lève des fonds sur cette dimension, et ça c'est relativement nouveau. Encore une fois, c'est pas un souci, mais ils l'incluent dans leur approche en disant est-ce que vous pouvez, si je vous confie mon argent,
est-ce que vous pouvez m'assurer que vous n'allez pas dénaturer la compétitivité française d'une façon ou d'une autre? Quelles sont les procédures que vous avez en place pour nous assurer de tout ceci, etc. Donc, oui, ça peut être une composante. Enfin, si on tire le fil, on se dit ça fait partie un peu, en tout cas, des composantes, la soft pour l'instant, d'un fundraising, puisqu'on vous pose la question. Oui, alors les critères ESG, c'est même pas soft. Hein, je parlais sur souveraineté. Ouais, mais la souveraineté au sein des critères ESG, ouais, c'est relativement soft encore, mais c'est un point de discussion. Ah non, mais c'est intéressant. Pierre? Je crois qu'on l'a dit en introduction, la France a été la championne de la mondialisation depuis 1966, et depuis qu'elle a inscrit dans sa loi la capacité de la liberté des investissements. Et qu'aujourd'hui, post-Covid, post les nouvelles guerres que l'on a vu naître depuis, post finalement le manque de protection qu'apporte l'Union européenne à l'économie française, il y a un peu un enjeu de réussir à conserver ces investissements en France, c'est-à-dire les sites industriels, les sites logistiques, les sites de R&D, et de réussir aussi à conserver toute la partie soft, donc les savoir-faire. Et donc aujourd'hui, l'arsenal dont est en train de se doter la France sur les procédures IEF, donc, je le dis en français puisque c'est un enjeu de souveraineté de protéger notre langue, donc sur les procédures FDI, ça apparaît finalement comme une nécessité au départ, ne serait-ce que pour, d'un point de vue purement nationaliste et français, avant même de parler de M&A, de se dire que pour mieux les conserver, il faut avoir une manière de les protéger en les contrôlant. La conséquence que l'on observe depuis justement la mise en place de cet arsenal et qui a été renforcée en 2016, on vient de le dire, c'est que ce processus, il paraît relativement peu politisé. Il y a quelques exemples, les Carrefour Couche-Tard, les Dailymotion, il y en a eu quelques-uns qui ont souvent été plus, dont la presse s'est emparée et un peu médiatisé par le politique. Plus que par le politique lui-même. Et donc aujourd'hui, mon impression d'un point de vue praticien du M&A, c'est que les investisseurs n'ont pas peur de cette procédure. Comme le disait Guillaume, elle paraît lisible, elle est relativement technique, elle s'inscrit dans un calendrier qui est assez bien encadré. Et donc, en fait, elle participe à construire les fameuses barrières à l'entrée que les investisseurs regardent lorsqu'ils regardent un investissement. Je crois que ça, c'est le principal commentaire. Et donc, elle participe de cette nature à renforcer l'attractivité des investissements en France, puisqu'en fait, tous les autres pays ont le même type de dispositif. On joue à armes égales. Exactement. On joue à armes égales. Est-ce que vous avez utilisé le mot peu politisé? On a pu lire, commenter que l'équivalent américain de cette procédure et l'organe qui pilote cette procédure aux États-Unis, qui est le CFIUS, c'est lui, pour le coup, un organe qui est beaucoup plus politisé. Est-ce que ça, c'est un constat que vous partagez ou une vision que vous partagez sur ce sujet? Alors, oui, c'est une vision que je partage et je pense qu'il y a beaucoup les autres très grandes économies mondiales l'utilisent comme une mesure protectionniste assez fondamentale. Parfois, c'est aussi les tarifs douaniers. Moi, j'ai l'impression qu'en Europe, aujourd'hui, c'est surtout les procédures antitrust qui servent de mesures protectionnistes et pas forcément les procédures FDI. Olivia, comment est-ce que la fiscalité, on peut la relier à cette thématique d'attractivité et de souveraineté, surtout dont on vient de parler? Là, on a beaucoup parlé de la protection de nos pépites. Comment est-ce que vous vous inscrivez dans cette dynamique? Donc, l'attractivité au travers du prisme de la fiscalité, pour les investisseurs, ça va être la compétitivité, la stabilité et la prévisibilité du cadre fiscal. Donc, vous comprenez bien que dans le contexte actuel, c'est extrêmement compliqué de prédire les retombées concrètes. Et en matière de souveraineté, donc on l'a vu, c'est comment l'État va protéger ses pépites et ses actifs, mais aussi comment est-ce que l'État protège ses recettes fiscales. Donc là, on peut prendre un exemple concret sans faire de la plomberie fiscale, mais par exemple dans le cas d'un flux transfrontalier, donc par exemple une remontée de cash de la France
vers un investisseur étranger, potentiellement une retenue à la source va pouvoir s'appliquer. L'État français aurait droit d'imposer ce flux. Qui dit retenue à la source dit exonération que les investisseurs étrangers vont chercher à appliquer pour s'éviter de payer une charge fiscale trop importante. Dans ce cadre-là, on assiste en fait à une montée en puissance. Donc, c'est une exonération conventionnelle. Donc, il faut bénéficier de la convention, puisqu'on est bien entre deux pays étrangers. La France est un pays étranger. Et on assiste actuellement, ces derniers temps, à une montée en puissance de l'utilisation du concept de beneficial owner. Donc, c'est bénéficiaire effectif. L'administration fiscale et les juges veulent s'assurer qu'en fait, l'entité qui reçoit le flux, par exemple le dividende, est bien le bénéficiaire effectif et ne va pas juste servir de conduit pour remonter le cash. Donc, par exemple, dans des structures comme la France, avec au-dessus une plateforme luxembourgeoise et puis encore au-dessus des investisseurs hors Europe, c'est particulièrement pertinent. Et ce qu'on observe, c'est cette interprétation, cette utilisation de ce concept, elle est interprétée de manière de plus en plus extensive, en fait, avec une lecture beaucoup plus économique que juridique qui était à l'œuvre dans le passé. Donc une lecture juridique, ce serait quoi ? Ce serait de regarder par exemple les statuts de l'entité qui reçoit. Est-ce qu'elle a l'obligation de redistribuer immédiatement ? Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment une analyse fonctionnelle corroborée par une analyse factuelle. Les juges regardent vraiment qu'est-ce qu'ils vont faire. Qui c'est qui va vraiment ultimement être le bénéficiaire Exactement. de ce flux. Ouais. Et donc, cette évolution jurisprudentielle, elle est de nature à challenger l'attractivité de la France et donc de potentiellement impacter l'appétit des investisseurs étrangers sur des cibles tricolores, en effet. Bien. Eh bien, je vous propose que ce soit le mot de la fin. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette table ronde et à cette conférence. On vous libère et on vous dit rendez-vous en 2025. Merci beaucoup.